En avril 2025, 3 présidents africains ont signé un accord si audacieux qu'il a fait trembler silencieusement les capitales occidentales. Aucune conférence de presse, aucune poignée de main avec le FMI, aucun consultant venu d'Occident, juste des signatures fermes et une promesse, nous allons le construire nous-mêmes. Burkina Faso, Mali, Niger. Ensemble, ils ont annoncé un chemin de fer à grande vitesse reliant leurs capitales, mais voici le twist. Pas un seul centime ne vient de la Banque mondiale, du FMI, ou d'une ancienne puissance coloniale. Mais comment ont-ils rendu cela possible? Voyons ça de plus près. Ce n'est pas un simple train de banlieue, sur des rails hérités de la colonisation. Ce qu'ils construisent, c'est un nouveau système nerveux, un corridor à grande vitesse, conçu non seulement pour transporter, mais pour donner du pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Afrique de l'Ouest, une ligne ferroviaire est conçue non pas pour extraire, mais pour connecter. Et cette fois-ci, c'est l'Afrique qui décide où les rails mènent. Le plan est simple dans sa description, mais révolutionnaire dans son intention. Un réseau ferroviaire à grande vitesse reliant 3 capitales, Ouagadougou, Bamako et Niamey. Mais autour de cette colonne vertébrale, il y a un système bien plus vaste, des ponts, des gares, des signalisations numériques, des terminaux de fret et une autoroute parallèle. Ensemble, ils forment un double système, rail et route, capable de transporter personnes, marchandises et logistique militaire plus rapidement que jamais à travers le territoire de l'AES. C'est pas une question de confort, c'est une question de contrôle. Ces 3 pays ont été isolés géographiquement, économiquement et politiquement pendant des décennies. État sans littoral, ils ont toujours dû compter sur des ports contrôlés par d'autres, des routes de camions traversant des zones instables, et des financements dictés depuis des capitales lointaines. Ce corridor de transport est leur réponse à ce piège ancien. Et il est hautement stratégique. Chaque ligne ferroviaire traverse des zones agricoles clés, des pôles miniers et des nœuds industriels. Par design, le train va libérer la productivité locale, et non pas uniquement les exportations internationales. C'est une rupture massive avec le schéma habituel où les infrastructures africaines sont conçues selon les besoins des acheteurs étrangers, minéraux vers le port, cacao vers le navire, pétrole vers le terminal. Cette fois, c'est ferme vers la ville, usine vers la région, marché vers la nation, et puis il y a la vitesse. Un train à grande vitesse, c'est pas juste un upgrade, c'est une déclaration d'ambition. Ces trains ne sont pas conçus pour ramper à un rythme colonial. Ils sont faits pour dépasser les 200 km/h, réduisant les trajets entre les capitales de plusieurs jours à quelques heures. Cela ne change pas seulement le commerce. Cela redéfinit la géographie sociale, comment les familles migrent, comment les services sont distribués, comment les crises sont gérées. Par exemple, un cultivateur de tomates dans l'est du Niger, qui perdait autrefois la moitié de sa récolte durant le transport, pourra désormais atteindre les marchés de Bamako avant que les produits ne pourrissent. Un commerçant textile à Ouagadougou pourra se réapprovisionner en tissus venus du Mali en une seule journée. Des chaînes logistiques entières, autrefois considérées comme impossibles, deviendront routine. La ligne ferroviaire ne rend pas seulement les marchés plus rapides, elle les rend possibles. Mais ce qui est tout aussi radical, c'est le processus décisionnel lui-même. La plupart des projets d'infrastructure en Afrique sont décidés dans des salles de réunion à Washington ou Bruxelles. Pas cette fois, les tracés ferroviaires ont été cartographiés par des ingénieurs africains, répertoriés par des agences locales et validés par des dirigeants qui n'ont demandé la permission à personne en dehors du Sahel. Et il y a un détail symbolique que personne ne commente encore. Les gares sont conçues pour refléter l'architecture locale, pas des cubes de verre et d'acier importé d'Europe ou d'Asie. À Niamey par exemple, la gare centrale s'inspirera des cours royales de la région. Elle incorporera des motifs Mossi. Ce n'est pas du style, c'est de l'identité. Et cela envoie un message fort. La modernité n'est pas ennemie de la tradition. Même les matériaux sont un acte de rébellion. Alors que les firmes internationales importent souvent tout ciment, outils, main-d'œuvre, le projet de l'AES mise sur l'approvisionnement local. Les aciers proviendront d'usines régionales. Les rails seront posés par des ouvriers africains et les universités sont déjà en train de lancer des formations pour former les ingénieurs, les techniciens de signalisation et les planificateurs ferroviaires. Ce n'est pas juste un train, c'est une école, une usine, un lieu de travail, un mouvement, mais ce serait une erreur de croire que tout cela ne concerne que l'économie. Oui, le commerce va croître.
Oui, des emplois vont être créés, mais il y a une autre force qui circule sur ces rails, la sécurité, parce que la ligne ne traverse pas seulement des zones commerciales. Elle traverse aussi des territoires historiquement instables, marqués par l'insécurité, les troupes étrangères et les seigneurs de guerre. Ce nouveau tracé n'est pas seulement pour transporter des civils plus vite, c'est pour établir une présence souveraine dans des zones où seuls les rebelles circulaient autrefois. C'est l'État qui reprend le territoire, non pas avec des fusils, mais avec de la vitesse, de l'acier et de la présence. Alors quand on demande « qu'est-ce qu'ils construisent ?», la réponse est simple. Une arme faite de béton, une déclaration forgée en métal. Un continent connecté, non pas par des rails, mais par la volonté. Mais cela pose une autre grande question, comment le finance-t-il ? Et pourquoi avoir exclu tous les bailleurs occidentaux si le chemin de fer est l'acier? Alors le silence autour de son financement, c'est le tonnerre. Car pendant que le monde observait les rails, il a manqué le plan financier, et c'est là que commence la vraie révolution. Voyez-vous, la partie la plus radicale du projet, ce n'est pas le train. C'est qu'il n'a pas été invité à s'en approcher. Pas de Fonds monétaire international. Pas de Banque mondiale. Pas de Banque française de développement. Même pas le cortège habituel de partenaires occidentaux, qui arrivent avec des promesses de milliards et des conditions par milliers. Cette fois, le Sahel n'a rien demandé. Il n'a pas soumis d'études de faisabilité à validation. Il n'a pas quémandé de soutien budgétaire. Il n'a pas imploré un allègement de dette. À la place, l'Alliance des États du Sahel, AES, a créé sa propre banque d'investissement régionale. Propriété africaine. Gouvernance africaine, financement africain. Ce silence que vous entendez depuis Washington ou Bruxelles, c'est le son qu'on fait quand on vous coupe l'accès. Mais pourquoi une rupture aussi nette ? Parce que le Sahel a compris une vérité brutale. Le financement n'est jamais neutre. C'est du levier. Pendant des décennies, le financement des infrastructures en Afrique a agi moins comme une aide et plus comme une laisse. Les donateurs imposent les règles, choisissent les prestataires, dictent les délais de remboursement et gardent le droit de couper les vivres à la moindre dissidence. Demandez à n'importe quel ministre des Finances de la région, il vous dira « les prêts occidentaux ne parlent pas de progrès, ils parlent d'obéissance. Obéissance à des cadres macroéconomiques, à des alliances militaires, à des intérêts d'affaires étrangers et à des injonctions à la privatisation. L'argent vient avec un manuel d'instruction. Et ne pas s'y conformer, c'est voir les flux coupés. Maintenant, imaginez tenter de construire l'avenir d'un pays avec ce genre de collier autour du cou. Les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont dit « assez ». Ils ont compris que la souveraineté ne sera jamais complète tant qu'elle ne comprend pas aussi la souveraineté financière. Alors ils ont choisi la voie la plus longue, la plus dure, l'autofinancement, pas parce que c'est plus simple, mais parce que c'est honnête. La nouvelle banque d'investissement, c'est pas qu'un puits de financement, c'est un pare-feu politique. Elle empêche toute institution étrangère d'interférer dans les appels d'offres, le calendrier des travaux, les politiques d'embauche. Elle garantit que les décisions sont prises selon les priorités régionales et non pas pour maximiser les marges des cabinets européens. Et surtout, elle verrouille le pouvoir financier à l'intérieur des frontières de l'Alliance. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est comment cette banque sera alimentée. Contrairement aux fonds d'État classiques, souvent adossés à des emprunts extérieurs, la banque de l'AES sera capitalisée via un mix innovant. Les revenus des ressources nationales, or, uranium, coton, énergie, des obligations de la diaspora, des garanties souveraines mutualisées entre les 3 États membres. En clair, ils monétisent leurs propres ressources, non pas pour les exporter, mais pour construire. Et pour garder ce qu'ils construisent, c'est un basculement structurel. Cela remet en cause le pipeline colonial, où l'Afrique extrait, expédie, et attend de l'aide en retour. Maintenant, ces mêmes ressources, qui quittaient le continent dans un silence honteux, sont transformées en gares, rails et souveraineté. Évidemment, cette approche comporte des risques. Les critiques disent que les pays du Sahel, sous sanctions, en proie au conflit, et avec des réserves limitées, ne peuvent pas supporter seuls des coûts d'infrastructure aussi massifs.
Mais voici le contre-argument. Aucune nation ne s'est jamais industrialisée sans prendre le contrôle de son capital. L'Europe d'après-guerre avec le plan Marshall, la Chine avec ses banques d'État, les États-Unis avec le New Deal, personne ne s'est développé en externalisant son ambition. Et puis, soyons clairs, la banque de l'AES n'est pas totalement fermée aux fonds étrangers. Elle est fermée au contrôle étranger des pays comme la Chine, la Turquie, les Émirats, voire la Russie, ont déjà exprimé leur intérêt pour cofinancer certaines sections du corridor. Mais cette fois, pas comme maître, comme partenaire. La porte est ouverte, mais uniquement à ceux qui acceptent de s'asseoir à la table et non au-dessus d'elle. Et il y a une puissance symbolique dans ce choix. En rejetant les financements occidentaux, les États du Sahel rejettent tout l'appareil du néocolonialisme. C'est une révolution silencieuse, mais ses implications sont énormes. Parce que si ce modèle fonctionne, d'autres le suivront. Guinée, Tchad, Centrafrique, peut-être même le Ghana ou l'Éthiopie, l'AES ne propose pas qu'un chemin de fer. Elle propose un prototype financier. Une méthode pour que les États africains développent leur pays sans brader leur dignité. Et voici l'ironie. Pendant que les dirigeants occidentaux critiquent publiquement l'initiative comme téméraire ou insoutenable, les investisseurs privés, eux, regardent avec intérêt des fonds d'infrastructure, des gestionnaires de capitaux souverains, des firmes de capital risque venues d'Asie et du Moyen-Orient, étudiant déjà des modèles de risque pour la région. Pourquoi ? Parce que quand vous possédez vos finances, vous possédez aussi votre avenir. Et ça, c'est du bon business. Alors pourquoi le Sahel a-t-il fermé la porte à l'Occident ? Parce que parfois, pour construire un avenir digne, il faut verrouiller les grilles, tenir sa position et financer soi-même sa vision, mais l'argent ne suffit pas à poser des rails. Il faut une volonté claire, une unité stratégique et surtout un plan. Alors comment 3 pays enclavés, politiquement sous pression, ont-ils transformé un chemin de fer en arme d'intégration régionale ? Petit rappel, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et activez la cloche pour recevoir plus de contenu sur l'histoire, la culture et la civilisation noire. Merci à tous ceux qui soutiennent la communauté afro-stratège. Passons à la suite. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont longtemps été isolés géographiquement, fragmentés économiquement, encerclés politiquement. Leur position sans littoral les a rendus dépendants de voisins côtiers pour le commerce. Leurs systèmes économiques, orientés vers l'extérieur, décourageaient les échanges régionaux. Pire encore, les frontières tracées pendant la colonisation n'étaient jamais destinées à favoriser la coopération. Elles ont été dessinées pour diviser, isoler, affaiblir. Ce chemin de fer renverse totalement ce schéma. Il ne court pas vers la mer, il court vers les autres. L'itinéraire a été délibérément conçu pour recoudre le Sahel, à la fois économiquement et politiquement. En reliant directement leur capitale, ces nations éliminent les barrières physiques et bureaucratiques qui les ont longtemps enfermés dans des silos. Au lieu d'exporter des matières premières vers des ports contrôlés par d'autres, elles posent les bases d'un marché interne où biens, services et capitaux circuleront d'abord entre elles. Et il ne s'agit pas seulement de trains transportant des minéraux, l'objectif plus profond est de créer un espace économique commun, normes partagées, tarifs synchronisés, politique douanière commune. Le chemin de fer devient la colonne vertébrale de quelque chose de plus grand, une union économique, de fait, plus agile que l'architecture lourde et lente de la CEDEAO. C'est l'AES qui pense au-delà de la résistance, c'est l'AES qui construit la résilience. Déjà, des équipes politiques travaillent à l'harmonisation des règles commerciales, la création de zones d'entreprise transfrontalières, des marchés situés dans des villes de frontières comme Sikasso, Fadangourma ou Maradi, autrefois périphériques, sont désormais réimaginés en centres commerciaux régionaux, soutenus par des gares rapides et des dépôts logistiques communs. Ce ne sont plus des zones oubliées.
Ce sont des artères centrales du nouvel écosystème économique du Sahel. Mais il y a une autre raison cruciale à cette intégration, la stabilité. Chacun de ces 3 pays a été marqué par des insurrections, des coups d'État et des interférences militaires étrangères. Divisés, ils étaient vulnérables. Unis, ils deviennent stratégiquement cohérents. Le chemin de fer est bien plus qu'une route de fret, c'est un corridor de présence étatique. Partout où les rails passent, l'infrastructure publique suit, postes frontières, hôpitaux, antennes télécom, écoles, installations de sécurité. C'est la reprise du territoire par la connectivité et non par la coercition. Et ce n'est pas que de l'infrastructure physique. Des échanges culturels et éducatifs sont déjà en cours le long de la ligne. Des projets sont en route pour construire des universités conjointes et des centres de recherche aux principaux nœuds, des programmes de formation destinés à traiter l'AES non comme 3 pays, mais comme une seule zone en ascension. C'est ainsi que l'unité s'incarne, pas par les discours, mais par les systèmes. Et il faut aussi noter ce que cette intégration défie. La CEDEAO, longtemps perçue comme le symbole de la coopération ouest-africaine, ressemble de plus en plus à une coquille fracturée, lente à agir, rapide à sanctionner. Le bloc du Sahel, au contraire, avance avec clarté et urgence. En faisant plus avec moins de membres, l'AES propose une alternative plus agile, plus alignée, plus rapide, et d'autres nations, surtout celles frustrées par la dépendance de la CEDEAO à l'Occident, regardent attentivement. Le symbolisme est profond. Pendant des décennies, les Africains ont entendu le mot « intégration » répété depuis des podiums, dans des hôtels de luxe, tandis que les routes restaient cassées et les frontières hostiles. Aujourd'hui, le Sahel dit moins, mais fait plus. Un train que l'on peut prendre vaut plus qu'un slogan qu'on ne peut toucher. Et les enjeux dépassent largement l'Afrique de l'Ouest. Si cette stratégie fonctionne, elle prouvera que l'intégration africaine est possible sans ingénierie externe. Elle démontrera que la coopération transfrontalière n'a pas besoin de milliards venus de l'extérieur, mais de problèmes partagés, volonté partagée et maintenant infrastructures partagées. Le Burkina Faso apporte l'agriculture, le Mali, l'industrie et les mines, le Niger, l'énergie et la logistique. Chaque pays apporte ce qui manque aux autres. Et ensemble, ils forment un bloc plus fort, un bloc qui commerce d'abord avec lui-même et ensuite avec le reste du monde à ses propres conditions. Ce n'est pas une unité fondée sur l'idéologie. C'est une unité fondée sur l'interdépendance, soutenue par du béton, littéralement. Le chemin de fer, ce n'est que la couche visible. En dessous circule un courant politique qui, s'il réussit, pourrait reconfigurer la manière dont l'Afrique pense la souveraineté et la solidarité. Alors la question devient, qu'est-ce que cette ligne ferroviaire et cette intégration vont produire? Des emplois, de la croissance, de la sécurité, du changement réel pour les gens réels? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la réponse à cette question qui justifie tout le risque de faire cavalier seul, parce que dans le Sahel, où la moitié de la population a moins de 18 ans, la guerre principale n'est pas que politique. Elle est économique. Et pour Traoré, Goïta et Tiani, le chemin de fer n'est pas un trophée. C'est un levier. Un outil pour sortir un système bloqué de son inertie, commençons par le moteur de l'emploi. Des ingénieurs aux maçons, des mécaniciens aux fournisseurs, le projet ferroviaire crée déjà une vague d'opportunités dans les 3 pays. Contrairement aux projets financés par des bailleurs, qui font souvent venir des entrepreneurs et ouvriers étrangers, celui-ci est conçu explicitement pour utiliser les marchés du travail locaux. Les ministères des Travaux publics dans les 3 capitales ont publié des quotas de recrutement national, et les centres de formation sont renforcés pour répondre à la demande. Et ce ne sont pas des jobs temporaires. Ce sont des filières de compétences durables, pensées pour former une nouvelle génération de bâtisseurs africains, opérateurs ferroviaires et planificateurs en transport. Mais les emplois ne sont que le début. Une fois le train en circulation, il déclenche une réaction en chaîne à travers plusieurs secteurs. En agriculture, les agriculteurs auront enfin un accès rapide et fiable aux marchés régionaux. Au lieu de voir leur récolte pourrir dans des villages reculés,
ils pourront livrer des denrées périssables en quelques heures. Résultat, moins de gaspillage, des prix plus élevés pour les producteurs et plus de concurrence dans les marchés urbains, ce qui pourrait même réduire l'inflation. En commerce, les PME pourront enfin s'intégrer dans des chaînes d'approvisionnement auparavant impossibles. Exemple, un fabricant de textiles à Bamako pourra s'approvisionner en coton brut au Burkina Faso et livrer ses produits finis à Niamey en moins de temps et à moindre coût. Résultat, des sociétés logistiques, des entrepôts et des grossistes régionaux vont apparaître autour des hubs ferroviaires, et ce ne sont pas des emplois de méga-corporations. Ce sont des opportunités pour des millions de petites entreprises. Même le tourisme, souvent négligé dans les économies sahéliennes, y gagne. Un train à grande vitesse entre les capitales permet des déplacements rapides, sûrs et abordables, ce qui est crucial pour les voyages domestiques et de la diaspora. Des festivals culturels, des marchés, des compétitions sportives pourront désormais attirer des foules régionales. Les communes prévoient déjà d'investir dans des corridors touristiques et des infrastructures d'accueil. Mais l'effet le plus important et le plus méconnu est psychologique. Pendant des décennies, les peuples du Sahel ont été conditionnés à croire que leur pays était pauvre, fragile et dépendant. Ce chemin de fer, c'est une fracture dans ce récit. Il dit à toute une génération, nous pouvons construire aussi bien que les autres. Et nous pouvons le faire à nos conditions. Et cela compte parce que la menace principale dans le Sahel aujourd'hui, c'est pas juste l'insécurité. C'est le désespoir. Le sentiment pour la jeunesse de ne pas avoir d'avenir. De ne pas avoir de raison de rester. Pas de chemin. C'est pourquoi les groupes armés, les réseaux criminels et les routes migratoires continuent de siphonner les jeunes. Mais l'infrastructure change cette équation. Elle devient la preuve visible que le progrès n'est pas une abstraction, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut prendre, qu'on peut bâtir, et les bénéfices ne resteront pas confinés dans le triangle AES. Déjà, le Ghana, le Tchad et la Guinée sont en discussion pour connecter des extensions de la ligne à leur territoire. Ce qui a commencé comme un projet régional est en train de devenir le noyau dur d'une connectivité continentale. Pas parce qu'un cabinet l'a vendu dans un joli rapport, mais parce que ça fonctionne. Une ligne de train qui roule égale un commerce, qui circule égale une croissance réelle du PIB. Dans un continent où tant de rêves d'infrastructures restent bloqués sur le papier, c'est une force gravitationnelle. Et si cela vous semble ambitieux, c'est le but. Le Sahel ne veut plus rattraper son retard, il veut sauter en avant. Par la force de sa volonté, ce chemin de fer n'est pas un luxe. C'est un mécanisme de survie avec une accélération intégrée. Et les dirigeants le savent, livrer, c'est gagner du pouvoir. Si Traoré, Goïta et Tiani montrent que ce projet améliore les vies, augmente les salaires, réduit les prix et permet aux étudiants, aux commerçants et aux familles de circuler, alors leur légitimité devient inattaquable. Non par les armes, mais par l'action. Parce que dans une région où les promesses ont longtemps été bon marché, le progrès visible devient inestimable. Alors oui, tout le monde regarde les rails. Mais la vraie question est, pensez-vous que cela peut être étendu? Faites-le nous savoir en commentaire. Ce petit triangle de défis peut-il devenir un réseau continental qui changera à jamais le destin de l'Afrique? Vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez le mouvement. Nous avons décidé d'apporter des vidéos que personne n'ose faire sur la culture noire, la civilisation, l'histoire et la preuve de la grandeur passée et future du peuple noir. Merci d'avoir regardé. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés,